Bienvenue sur Galaded. Aujourd'hui on se retrouve avec Claude Cohen, artiste photographe, et on va faire le fameux concept qui est pas mal apprécié pour la plupart des artistes auteurs, donc on va continuer à le faire. Le concept c'est simple, on s'est écrit des petites questions avant la vidéo et on va faire le dépouillement là maintenant tout de suite avec vous. Déjà Claude, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Claude. Merci. Je suis artiste photographe depuis très peu de temps et j'ai toujours fait de la photo. Et donc voilà, j'ai créé la marque Lily Catalpa, photo signature. Et donc je vends des photographies d'art que je fais moi-même bien sûr. Et je propose aussi un jeu de photo-expression pour les coachs, les thérapeutes, les formateurs, afin de libérer la parole. Et on va en parler plus en détail maintenant tout de suite. Du coup, c'est parti. Première question pour toi. Alors, pioche. C'est pas comme si je les avais tous empilés en plus. Quelle est ta photo préférée? Ah, la question piège. La mienne ou celle des autres? Ça aussi, c'est une question. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais pas vu sous cet angle, mais... Ouais. Quelle est ma photo préférée à moi? Ah, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Parce que je les aime. Si je les choisis, c'est que je les aime. Donc forcément, je les aime toutes. Alors après, évidemment, il y a quand même des coups de cœur. Quelle est ma photo préférée? Je dirais peut-être la dernière que j'ai faite. Je pense que pour l'instant, évidemment, c'est celle-ci qui est le plus dans mon cœur, parce que c'est la dernière. Une qui a peut-être un peu plus de sens pour toi que les autres? La photo, c'est beaucoup une question d'esthétique, mais c'est aussi beaucoup une question d'émotion. Et il y a beaucoup de photos qui me créent de l'émotion. Mais la dernière, je l'aime beaucoup parce qu'elle est géométrique. C'est compliqué à expliquer. On me pose souvent cette question-là. Pourquoi celle-ci? Ou qu'est-ce qui te plaît dans cette photo? Et j'ai toujours énormément de mal à le dire parce que, encore une fois, c'est une question d'émotion. Et une émotion, c'est difficile à mettre en mots. C'est quelque chose qu'on ressent. Donc... c'est très très compliqué. Donc c'est une photo que j'ai prise pas plus tard qu'hier, dans les petites rues de Clermont-Ferrand, et qui me plaît beaucoup en termes de graphisme, qui me plaît beaucoup en termes de vie, j'ai envie de dire, parce qu'on y voit un peu des... Comment est-ce que je peux expliquer? Il y a une grille dessus et on voit qu'elle a vécu cette grille, qu'il y a eu des choses de collées dessus et tout ça. Donc ça me plaît aussi beaucoup. Et puis après, c'est toute l'esthétique de la photo avec toutes les différentes formes géométriques qui sont dessus et les couleurs qui vont super bien ensemble. Je trouve que tu la décris vachement bien, pour l'avoir vu du coup. Deuxième question. Ok. Que penses-tu du monde de l'art et de la culture? On attaque dans le dur, mais direct. Ah, c'est aussi une question piège, ça. Ah bon? Un peu, ouais. Le monde de l'art et de la culture. Après, l'art et la culture, c'est pas tout à fait les mêmes. Ah, quand même, il y a beaucoup de liens, quand même. Oui. Il y a beaucoup de liens, mais... Mais le monde de l'art, il est plus spécifique que le monde de la littérature, par exemple. Enfin, il a des spécificités que le monde de la littérature. Après, si tu parles de l'art... de l'art des arts plastiques et tout ça, la peinture et tout, c'est un milieu. Après la photo, c'est un autre milieu. Après la danse, c'est un autre milieu. La musique, c'est un autre milieu. Mais ça reste l'art, effectivement, le monde de l'art et de la culture. Et il y a toujours un lien. Enfin, par exemple, tu peux avoir un spectacle de musique avec des photos projetées derrière et quelqu'un en même temps qui fait une performance picturale, etc. Et tout. Donc, malgré tout, ça reste un monde. Ouais. Qui est séparé en plein de sections différentes, plein de styles différents. Je trouve que c'est un milieu assez... Comment je peux dire ça? De façon la plus diplomatique possible. C'est pas facile. C'est un milieu qui est pas facile. C'est un milieu où si t'as pas la relation au bon moment, t'as du mal à vivre de ton art quand même. C'est un milieu très fermé. C'est un milieu qui a des codes très, très arrêtés. Enfin, voilà. Après, ça dépend. Par exemple, c'est beaucoup plus facile de devenir, je pense, célèbre, connu et de vivre de la photo si on passe par l'école d'art. Ouais. Si on est autodidacte, on peut ramer longtemps, même si on a le même niveau, même si on a le même talent. C'est pas facile. Aller à l'école d'art, c'est plus une question de contact c'est qu'une question technique. Bien sûr, c'est certain. Même si, bien entendu, ça n'empêche pas d'apprendre des tas de choses à l'école, donc bien sûr que c'est très utile aussi.
Mais c'est certain que dans ce milieu-là, que ce soit l'art ou la culture, c'est beaucoup une question de contact. Et alors du coup, qu'est-ce qui pourrait évoluer selon toi dans le milieu pour le rendre peut-être plus accessible? Ah, ces regards. Bah oui, parce que en fait, c'est aussi un peu le reflet de la société, quoi. Donc, qu'est-ce qui pourrait changer la société? J'adore parce que vous avez tous les artistes auteurs ont des réponses différentes à cette question. C'est pour ça que j'aime bien. À partir du moment où la société elle est basée sur l'argent et la rentabilité, le milieu de l'art il va fonctionner sur l'argent et la rentabilité. Oui, donc c'est un problème de valorisation. C'est une question de valeur, oui, bien sûr. C'est vraiment une question de valeur. À partir du moment où il n'y aurait plus cette notion d'argent, cette notion de valeur pécuniaire, tout change. Ouais. Tout est différent. On ne va pas regarder l'œuvre de la même façon. On ne va pas chercher à l'acquérir pour les mêmes raisons. Pour moi, un artiste, s'il a un rôle sociétal, c'est bien celui-là. C'est de faire évoluer la société vers un monde meilleur. Après, c'est peut-être très ambitieux. Et je partirai peut-être pas moi-même, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est le rôle sociétal de l'artiste. C'est de valoriser son art et revaloriser la société. Je ne sais pas si c'est valoriser son art. C'est très compliqué. Je pense qu'il y a énormément d'artistes qui sont toujours en plein doute et qui ont vraiment du mal à voir quelque chose d'achevé et quelque chose de valorisant dans ce qu'ils font. Je pense que vraiment, le doute, c'est vraiment l'essence de l'artiste. Mais en tout cas, chercher à faire réfléchir sur notre mode sociétal, etc. et tout, et remettre en question et pointer du doigt ce qui fait mal, ce genre de choses-là, pour essayer d'aller vers quelque chose de plus beau, de plus solidaire, de plus juste. Pour moi, ça, c'est le rôle réellement de l'artiste dans la société. C'est pas de faire joli sur un mur, même si ça en fait partie. Et même si tant mieux, c'est le petit plus, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau, d'apporter de la joie en apportant de l'esthétisme dans la vie des gens, etc. et tout, bien sûr. Mais son rôle principal pour moi, il est là. Qu'est-ce que tu voulais faire enfant? Je voulais être Indiana Jones. J'ai voulu faire énormément de choses. Je voulais être pilote d'avion. Je voulais être archéologue, mais en mode Indiana Jones. Et j'ai voulu le faire jusqu'à mes 13 ans. Et en fait, j'ai rencontré un monsieur à un forum d'orientation qui m'a dit maintenant tout a été découvert, maintenant on déterre des poteries à Gergovie. J'ai fait... Mais il est où le lasso et le chapeau? Enfin, le crâne, non? D'accord. Non, du coup. C'est peut-être pour ça que je suis devenue écrivain. C'est par frustration, en fait, vraiment. De manque d'aventure et vraiment du métier que je rêvais d'avoir. Et en plus de ça, il m'a carrément menti. Parce que, pour suivre les découvertes archéologiques, il y a encore plein de trucs qui sont découverts. Donc j'en ai encore plus le seum, voilà. Mais oui. Après, sinon, j'ai toujours voulu aussi être écrivain mais ça allait de pair, forcément Indiana Jones, il y a le truc, récit d'aventure, etc. et tout, donc je pense que voilà. En fait, je voulais vivre des histoires extraordinaires, les vivre ou les écrire. Ah, quand as-tu commencé la photo? Alors, j'ai commencé la photo quand mon parrain m'a offert mon premier appareil photo pour ma première communion. Ouais. C'était un petit instamatique en plastique, donc j'ai fait des photos de famille, des photos souvenirs, des photos de mes vacances. À quel moment tu t'es dit je vais faire beaucoup plus avec cet appareil photo? Alors, là c'est une autre aventure. Je suis partie en Angleterre. J'avais fait une formation de 3 mois. La seule chose que la NPE m'avait proposée, donc c'était un stage d'anglais pour apprendre l'anglais. Je trouvais ça super. Et donc je suis partie un mois là-bas en Angleterre. Et puis je parlais pas assez bien anglais, donc j'ai décidé d'y retourner. Et je parlais pas assez bien anglais pour travailler, donc j'ai cherché un stage de formation. Et à l'époque, je voulais travailler dans la vidéo, le cinéma, tout ça. Donc je suis allée voir le Job Center, donc dans l'emploi. Et du coup, je leur ai dit, voilà, je voulais faire une formation et tout ça. Ils m'ont dit, non, nous, on s'occupe que du travail. On ne s'occupe pas des formations, donc je ne sais pas quoi vous dire. Et écoutez, moi, j'ai visité un organisme de formation pendant mon stage. Donc j'ai les coordonnées là. Il me dit, voilà, ça c'est une bonne idée. Il me dit, écoutez, là, vous avez un téléphone. Si vous voulez, allez-y, appelez-les. Donc je les appelle. Il me dit, nous, on fait la maçonnerie... Enfin, ils faisaient 2-3 trucs, quoi. Ils m'ont dit, mais par contre, il y a un centre qui répertorie toutes les formations dans la région, tout ça. Donc, donne les coordonnées, j'y vais.
Et je regarde, voilà, il y avait une grande salle avec un mec sur une estrade qui faisait un discours à tout le monde et tout. Et moi, là, j'étais là, je comprends rien du tout. Donc je me balade dans les couloirs, je regarde sur les murs, les panneaux qui sont affichés, tout ça. Et il y a un gars qui vient vers moi, il me dit, vous avez l'air un peu perdu, je peux vous aider? Donc je lui explique, voilà, que je parle pas trop bien anglais encore, que je cherche une formation. Mais il dit, écoutez, le plus simple, c'est que vous alliez à l'équivalent de la CEDIC et que vous allez voir d'abord si vous avez le droit de toucher des sous en tant que française. Et puis après, vous nous rappelez, vous prenez rendez-vous et vous revenez. Donc j'y vais, je vais là-bas. Je suis reçue au bout de 10 minutes. 10 minutes après, je sais que j'allais toucher tant à partir de la semaine d'après. Je repars, je prends rendez-vous là-bas, au truc de stage, j'arrive. La personne avait fait venir un interprète pour être sûre que je comprends bien. Elle me reçoit, elle me dit, écoutez, voilà, on a bien cherché en vidéo et tout, mais on n'a pas de formation en vidéo. Par contre, on a une formation en photo, si ça vous intéresse, photographie. Je dis, bah écoutez, oui, je vais commencer par travailler déjà le côté de l'image. Et on verra bien après. Il me dit, par contre, je suis vraiment désolée, j'ai une deuxième mauvaise nouvelle, c'est que ceux du stage sont partis en reportage en Écosse, et donc vous ne pouvez pas commencer avant la semaine prochaine. Voilà, je regarde comme ça, les gars. C'est-à-dire que s'ils n'étaient pas partis en reportage, j'ai commencé le lendemain. Sacrée organisation quand même, les Anglais par rapport à nous à ce niveau-là. De ce côté-là, parce que pas forcément pour tout, mais de ce côté-là en tout cas. Donc j'ai commencé ma formation de photographie une semaine après. J'avais un super prof. Les photos, c'est pas du tout le même système que chez nous, hein, c'est pas des cours, machin et tout. Le gars, il nous accueille, il nous explique ce qu'il faut faire, etc. et tout. On est très autonome. Si on a besoin, on va le voir. Mais voilà, il n'y a pas de suivi entre les différentes personnes de la formation et tout. Donc c'était vraiment c'était génial quoi. Et puis j'ai adoré ça et du coup j'ai pu lâcher. Trop bien, je ne connaissais pas cette histoire. Ben voilà, faut bien quand même que tu en découvres encore un peu quand même. On est là pour ça. Hein. Est-ce que ça te dit de t'enlever tes lunettes? Parce que depuis tout à l'heure en fait je vois, mais il y a le reflet de la ring light. Bien, comme ça on va voir tes beaux yeux, Claude. Alors parle-nous de tes haïkus et de tes aïchas. Alors un haïku, c'est un petit poème de 3 lignes de 17 syllabes, si vraiment on est puriste, et qui raconte un moment de contemplation face à la nature et une émotion qu'on a pu ressentir pendant ce moment de contemplation. Donc j'aime beaucoup les haïkus pour ça, parce que c'est très court et en même temps c'est très intense. Parce que c'est très 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 concentré quoi. Il n'y a que les mots essentiels. Et c'est assez magique pour ça. Et un aïcha, en fait, c'est un haïku qui est joint à une photo. On peut le joindre aussi à une image, mais là, à un dessin, mais là, c'est un autre nom que je ne connais pas, dont je ne me souviens pas. La photo n'est pas forcément représentative du haïku. Bon, il faut qu'il y ait un lien quand même entre les deux, mais c'est pas forcément une représentation visuelle du texte. C'est un lien. D'accord. Ouais. Et où est-ce que tu as découvert du coup? J'ai découvert ça il y a pas mal de temps, mais je ne m'y étais pas intéressée plus que ça. Et puis en fait, avant je faisais des bijoux et des manières textiles, et donc j'étais entrepreneur, et j'ai rejoint un réseau de femmes entrepreneurs qui s'appelle Femmes des Territoires, qui est un super réseau de femmes entrepreneurs. Et là j'ai rencontré une personne qui nous a proposé un haïku thé. On avait fait des ateliers ensemble, différents ateliers, etc. et tout. Elle anime les ateliers haïku. Et elle nous avait proposé à certaines de faire un haïku thé. Donc on se retrouvait une heure par, je ne sais plus tous les combien, toutes les 2 semaines, 1 heure par mois, je ne sais plus. Et elle nous guidait pour écrire des haïkus. Et j'ai kiffé à fond. J'ai trouvé ça vraiment génial et donc j'ai gardé ça comme activité. Bon, c'est vraiment une activité secondaire et très 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 secondaire. Hein. J'espère arriver à m'y mettre un peu plus avec le temps et tout, mais là c'est vrai que pour l'instant mon temps est pris plutôt par la photo et par la création de l'entreprise en fait, la création du site et tout ça. Mais oui, je compte en faire aussi une autre activité, donc essayer de faire aussi des aïchas, un peu plus de aïchas que ce que j'ai déjà. Moi en plus j'ai le choix parce que j'ai plus de papier que de questions à poser dans cette vidéo. Depuis combien de temps prépares-tu ce projet? Alors Galaded, déjà ça m'est venu quand j'étais, à l'époque où je faisais des salons, où j'ai été publiée, où je me suis rendu compte que c'était une vraie galère pour avoir la visibilité, se faire connaître et avoir des événements déjà, se faire un réseau, etc. Et le projet en lui-même, c'est vraiment depuis 3 ans où je travaille le concept. D'abord c'était le café culturel,
Et là, du coup, bah, ça fait 1 an que je me suis dit, non, mais en fait, il y a déjà plein de cafés cool qui existent. En fait, pourquoi en recréer un et pourquoi ne pas les mettre en avant déjà, eux aussi, et que ça leur profite à eux aussi, créer du dynamisme dans la ville, du lien social, culturel, etc., favoriser les lieux, les endroits, etc. Et du coup, ouais, ça fait bien 1 an, je pense, que je travaille à mettre en place la programmation. Voilà, donc ça allait très vite en fait. C'est ce que j'allais dire. À partir du moment en fait où tout s'est débloqué, ça a été très très vite et j'ai commencé à chercher des commerces à peu près... c'est quand que j'ai fait ma soirée de lancement nulle là ? Ne me demande pas. C'était au mois de mars. J'ai pas de mémoire. Oui, c'était au mois de mars. J'ai fait la soirée de lancement où j'avais invité tous les commerçants de Clermont. Il n'y en a pas un qui est venu. Voilà, donc j'étais un peu triste, j'avoue. Mais ce soir-là, j'avais dit aux artistes auteurs, je sais pas comment je vais faire, je sais pas quand est-ce que ça va se faire, mais dans tous les cas, vous inquiétez pas, en juillet, ça va le faire et on commence. Et finalement, 2 semaines après, j'avais fait tout le tour de Clermont. Je suis allée les voir en frontal et j'avais tous les commerces du coup pour la programmation de juillet à décembre. Donc voilà. Donc bravo. Je pense en 1 mois, je m'y suis vraiment mise au mois de mars et en 1 mois, j'avais tous les tenants aboutissants pour le projet. En fait, ça avait été 3 ans de stagnation et après, bam, d'un coup et après, là, ça va super vite. Donc c'est cool. Ah, parle-nous de ta technique secrète. Là, je suppose que tu parles des œuvres uniques. Alors, bon, j'ai peut-être ce que tu peux en dire, oui, ouais, voilà, quoi. Ce que tu peux en dire. En fait, c'est un mélange de photos imprimées et de peinture acrylique et d'encre. C'est-à-dire que je mets en avant un élément de la photo. Toutes les photos ne s'y prêtent pas pour le coup. Du coup, il faut vraiment arriver à faire des photos qui s'y prêtent vraiment. Ça, c'est peut-être le plus difficile dans l'histoire. Et après, tout le fond de la photo, je la fais en encre et à l'encre et à l'acrylique. Avec entre autres la technique de la plaque de gel, mais pas que. Et tu n'en diras pas plus. Bah non. Qu'est-ce qui est le plus passionnant dans ton métier ? C'est de faire des photos. Hein. Merci, bonne soirée. C'est-à-dire le fait de sortir avec l'appareil, de me balader, de me promener, de trouver la bonne photo, de savoir est-ce que déjà je vais trouver une bonne photo dans cette sortie. Parce que toi, tu fais pas de la photo en studio aussi. Non, pas du tout. Oui, moi c'est plutôt de la photo de rue, de la photo d'événement. C'est beaucoup improvisé, c'est beaucoup d'improvisation. Tout le reste, c'est beaucoup trop de pression pour moi. Et donc, moi, ça fait un moment déjà que j'ai dit la pression, c'est terminé. Je n'en veux plus. Ça me gâche la vie. Mais je fais pas de photos sur commande. Donc, du coup, voilà, souvent je sors. Je vais dans un quartier, dans un autre. Je me balade pendant 1 heure, 2 heures, ça dépend de mon état de fatigue surtout aussi. Je n'ai pas besoin de faire un grand périmètre, hein. En général c'est vraiment des tout petits périmètres parce que je cherche vraiment le détail, je cherche vraiment l'élément graphique, l'élément parlant. Par exemple une fois j'ai fait une photo au Festival d'Avignon, je trouvais très drôle. Oui, tu me l'as montré. Celle de la Vierge. Oui. Ah. Donc il y a une Vierge en statue qui est devant une fenêtre, en plus on a l'impression que derrière il y a le drapé de la robe, parce que le rideau est exactement de la même couleur et il est vraiment en forme de drapé. Et en bas, tout en bas, on voit une affiche du Festival d'Avignon qui est dans les mêmes tons en plus. Donc c'est une photo monochrome et que vraiment j'adore les photos monochromes. Et où il y a marqué les fouteurs de joie. Et lié avec la Vierge, je trouvais ça vraiment très très drôle, quoi. Voilà, c'est ce genre. Alors, j'en trouve pas toujours, hein, des photos insolites comme ça, ou par exemple la photo aussi du mur blanc que j'ai faite sur Clermont-Ferrand, où il y a juste une frise de briques et au-dessus il y a écrit entrée de garage, et c'est un mur. Donc voilà, j'aime bien cette photo, on dirait un peu une entrée de garage à la Harry Potter. Ouais. Voilà, entrée de garage à la 3/4. Et donc voilà, je cherche beaucoup, mais voilà, encore une fois, c'est très très rare quand même que je tombe sur ce genre de photographie. Donc elles ont toutes leur valeur. Enfin, elles ont vraiment une valeur particulière pour moi. Moi, c'est comme celle de tout à l'heure avec marqué sur le coup, sur une vraie porte de garage, interdit de stationner. Et il y a une canette qui est juste pile poil au milieu de la porte. C'est ça. Et ça, c'est vraiment drôle parce que du coup, interdit de stationner, sauf les canettes. Très important. Des fois, il faut trouver effectivement le petit clin d'œil qui est dans la photo. C'est pas forcément toujours évident pour tout le monde. Moi, je le vois au moment où je prends la photo, mais après, voilà, des fois, il faut un peu décoder la photo, quoi.
Non, mais tu sais que moi, chaque fois, tu m'expliques et après, je suis là, oui, mais je l'avais pas capté le truc du mur. Hein. Genre interdit de station. Enfin, non, entrée de garage et j'avais pas capté que c'était un mur en fait. En fait, pour moi, du coup, tu sais, j'avais assimilé entrée de garage. Bon, bah, c'est une entrée de garage, mais j'avais pas capté que c'était un mur. D'accord, tu croyais que c'était la porte, quoi. Ouais. Qui allait se lever et tout, Ouais, avec ouais. la télécommande et tout ça. C'est fou les biais cognitifs en fait que toi, pour le coup, t'as, mais que t'arrives à décrypter justement ces biais cognitifs trompeurs là. Tu sais, c'est pareil quand par exemple, tu sais, les mots par exemple écrits en jaune et c'est le mot rouge écrit en jaune. Tu sais, c'est ces biais cognitifs là, ce dont je te parle et tout. Moi, à chaque fois, je me fais avoir et tout, donc c'est pour ça, moi, je suis. Tu vois, j'avais pas capté. Je trouvais juste la photo belle par rapport aux couleurs et tout. J'avais pas capté. J'avais pas capté mon humour, quoi. Non, j'avais pas capté, non, voilà. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de ce projet? Alors, l'idée de ce projet, eh ben, elle est venue du coup de ma propre confrontation au milieu. Quand j'ai commencé à écrire et surtout quand j'ai eu l'occasion d'être publiée, je me suis dit waouh, ça va faire comme J.K. Rowling. Ça n'a pas fait comme J.K. Rowling. Vraiment. J'étais un peu déçue parce que bon, tu te dis waouh, tu sors ton livre, c'est trop cool, tu vas faire des salons, les gens ils vont faire la queue. Et en final, tu te rends vraiment compte de toutes les difficultés qu'il y a dans ce métier. Et je trouvais ça profondément injuste. Je pense que ce qui m'anime, c'est l'injustice. Parce que quand tu vois, c'était en plus la grosse période, tu sais, des sorties de youtubeurs. Tu sais, tous les youtubeurs sortaient leurs livres. Alors, il y en a qui étaient vraiment bien. Il y en a, c'était vraiment la grosse. Il y avait aussi Wattpad. Genre, il y a des trucs Wattpad, mais vraiment nuls, qui se vendaient des millions d'exemplaires. Et toi, tu te dis... Enfin, non, c'est juste parce qu'ils ont le contact au bon moment et la bonne... Mais c'est totalement injuste. Et je voyais ça pour moi et je voyais ça pour beaucoup d'autres collègues auteurs que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs, que je côtoie toujours. Et je trouvais ça profondément injuste de ne pas les mettre en avant et de ne pas leur donner l'opportunité de rencontrer leur public. Pas leur donner une vraie mise en avant en fait et un vrai moment privilégié avec leur public. Et en fait, c'est profondément cette idée-là qui a forgé le projet, où je me suis dit, il faut que je trouve un concept qui permette ça. Et qui, non seulement permet de donner vraiment, on va dire, un coup professionnel, on va dire, aux artistes et auteurs, de vraiment les valoriser, mais aussi pour les lecteurs, d'avoir des moments vraiment intéressants. Beaucoup plus que par exemple, tu vas rencontrer ton auteur préféré pendant 3 secondes le temps d'une dédicace au Salon du Livre de Paris, mais au final, tu auras juste eu le temps de lui dire « J'adore ce que vous faites ». Voilà. Et lui, il va dire « Ah, cool, merci, tu t'appelles comment ?» pour la dédicace, et puis basta, quoi. Là, vraiment, le but des événements Galadet, c'est qu'il y a un vrai échange, qu'il y a un vrai intérêt artistique, en fait. De développer des vocations, de développer des passions, de développer des amitiés aussi, des vraies relations, enfin... C'est tout l'enjeu du projet, donc ouais, ça vient de cette expérience-là, voilà. Le contexte actuel, pour moi, c'est très important. Le milieu culturel est assez menacé pour moi, en ce moment. Et c'est pour ça que lui donner une vraie parole, que ce soit le milieu culturel, on va dire, commun, qu'on connaît tous, la culture populaire, ou la culture indépendante aussi. Pourquoi le métier d'artiste? Ça, c'est une question que j'aime bien. Alors, d'abord, la première raison, c'est que moi, il y a un élément vraiment vital dans ma vie qui est lié à mon histoire aussi, qui est un besoin vital de liberté. Ça, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai même presque besoin de ne pas savoir ce que je vais faire 5 minutes après. Je ne peux pas me sentir attachée à quelque chose, à quelqu'un comme ça, en permanence, etc. Non, ça, j'ai besoin de liberté. Donc, après, j'ai toujours été artiste d'aussi loin que je me souvienne. Je veux dire, petite, je passais mon temps à dessiner, à écrire, à danser, à chanter. Enfin, voilà, je passais par tous les modes d'expression possibles et imaginables. Parce que j'ai eu une enfance un peu infernale, donc du coup, il fallait que je sorte de cet enfer. Et c'était par l'art que c'est passé. Et ça a toujours été moi. Enfin, je veux dire, ça fait partie de moi, c'est mon essence, c'est mon ADN. C'est compliqué à expliquer, c'est pas...
c'est pas un métier, l'art. Enfin, pour moi, c'est pas du tout un métier. Pour moi, c'est un art de vivre, c'est un art d'être, c'est soi, c'est son essence, encore une fois, c'est son ADN. Quand un comédien dit « je mourrai sur scène », ça veut tout dire. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas d'âge de retraite, il n'y a pas... Même si peut-être qu'à un moment j'arrêterai professionnellement, mais ça n'empêchera pas que je vais continuer à m'exprimer tant que mon physique me le permettra, je continuerai à m'exprimer artistiquement parlant. Et ça, je pense que c'est valable pour tous les artistes. Donc voilà, pourquoi artiste? Parce que j'ai pas le choix en fait. Parce que c'est moi. C'est beau. Mais non, mais c'est vraiment mon ADN. Je pourrais pas vivre sans. Je peux vivre sans, je l'ai déjà fait. Mais je suis obligée d'y revenir, forcément quoi. C'est vraiment vital pour moi. Et c'est pas facile pour les artistes de travailler. Par exemple, moi, j'ai pas énormément travaillé dans ma vie. Parce que tu peux pas travailler et créer. Enfin, il y en a apparemment qui arrivent. Moi, je pouvais pas. Ça me demandait trop d'énergie. Parce que moi, quand je travaille à fond. Et donc, après ma journée de travail, c'est fini. Il faut rien me demander après. Il y a un moment, j'ai dû choisir, quoi. Soit je travaille et je fais de l'argent et je suis riche, etc. et tout. Soit je travaille pas et je travaille ma création, je développe tout ça et je ne gagne pas d'argent et donc je ne suis pas riche. Donc ça a été un peu le choix que j'ai eu à faire. Et je me suis dit que si je travaillais, que je gagnais de l'argent mais que je ne pouvais plus faire de l'art, enfin créer, etc. et travailler tout ça, certainement que d'une certaine façon j'en crèverais aussi de toute façon. Ça m'aurait vraiment attaqué. Et je me suis dit que la seule façon d'arriver à faire de l'argent avec mon art et d'être un peu riche, entre guillemets, c'était d'arrêter de travailler. Donc c'était la seule façon de me donner une chance de réussir. Un artiste, il travaille tout le temps. C'est-à-dire que même s'il fait rien, mais rien de rien, même s'il est assis devant la télé, il travaille. Parce que n'importe quoi peut être source d'inspiration. Moi, je peux regarder un film et me dire « Ah ouais, ça, la couleur, ce truc, cette forme, ah ouais, mais ça j'aimerais bien faire ce genre de truc-là. Ça me plaît. » C'est permanent le travail. Alors, c'est pas H24 non plus, évidemment, il y a des pauses, mais malgré tout, le travail abouti, des fois, il va prendre même que 5 minutes. Hein. Je veux dire, une photo, un clic, c'est quelques secondes. Hein. C'est tout. Hein. Mais c'est le résultat, souvent, d'années, enfin de jours, de mois, et voire d'années, de réflexion, de maturation, etc. C'est pour ça en fait que je t'ai choisi, je pense. C'est par rapport à ta vision de l'art que je partage en grande partie et que je trouve ultra intéressante. Parce que pour moi, c'est un vrai dévouement en fait que tu as pour ce que tu fais. C'est surtout ça en fait que j'avais envie de mettre en avant. Merci. Avec toi. Non mais c'est vrai. Quel est mon prochain objectif? Alors, mon prochain objectif, c'est... Ça, c'est cool qu'elle soit tombée en dernier en plus. Ouais, carrément. Elle tombe hyper bien. Alors, mon prochain objectif, déjà, c'est de vivre de la photo, quoi. Ça, c'est sûr. J'aimerais arriver à vivre bien de la photo. C'est-à-dire, quand je dis bien, c'est-à-dire finir le mois, quoi. Finir à la fin du mois, pouvoir me payer de temps en temps des vacances et pouvoir m'installer où j'ai envie et tout ça. Ça, c'est vraiment mon objectif principal, parce que je ne me sens pas forcément très bien où je vis. Moi, je rêve de vivre au bord de l'océan, par exemple, donc voilà, ça se mérite, on va dire, financièrement parlant. Donc voilà, ça, c'est mes prochains objectifs. Là où j'aimerais que ça marche aussi dans ce que je propose, parce que je propose quand même plusieurs choses, c'est les fameuses cartes de photo-expression. Ça, vraiment, vraiment, j'aimerais que ça marche, parce que j'adore l'idée d'aider les autres à travers mes photos. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. À un moment, j'avais envisagé d'être coach de vie et tout ça, et puis bon, finalement, je ne l'ai pas fait parce que je suis partie sur autre chose. Mais l'idée de participer à ça avec mes cartes, ouais, c'est quelque chose qui m'enthousiasme assez. Après, si mes photos, elles plaisent aussi en tant qu'œuvre d'art, évidemment, là, ce serait la consécration pour moi en tant qu'artiste. Hein. Donc, j'aimerais beaucoup ça aussi. J'aimerais vendre des photos d'art pour ça, parce qu'elles plaisent, parce que j'ai trouvé un public qui aime ce que je fais. Dernière question de moi. Ouais. Tadam. Vas-y, attends, je vais faire comme le tarot. En ce moment, avec des potes, on est à fond tarot. Ah. Vraiment, genre. C'est celle qui m'attire le plus. Ah, tarot, c'est la main gauche. C'est la main gauche, Ah. ouais. Attends. C'est celle-là. Attends. Ah. Il y a celle-là.
Non, c'est plus celle-là. Celle-là, c'était la main droite. Bon, fais gaffe que ça fasse pas trop secte, hein, comme notre Oui, histoire. j'avoue. Quasi Pour tout, hein. montage. Où aimerais-tu vivre? Ok, là, c'est de la sorcellerie. Et bah, tu sais que j'ai toujours voulu aller vivre à Londres. Je veux toujours. Londres, dans le quartier de Paddington, pas loin de Hyde Park. Donc, tu sais, enfin, les petites maisons avec les petits escaliers, les petits grillages et tout, les maisons collées là. C'est mon rêve, avec le petit carré de jardin derrière. C'est mon rêve. Mais, ce sera peut-être ma trentaine. Ma trentaine, j'aimerais bien la vivre comme ça. Mais plus ça va, plus je me dis que j'aime quand même pas mal la France. Et j'aime pas mal l'Espagne aussi. Donc en fait, je suis un peu tiraillée où je me dis, je pense qu'à la retraite, tu vois, genre la campagne et tout, loin de la ville, ouais, ça me plaît bien. Dans un petit château à la campagne. Tu sais, genre, on en voit beaucoup. Alors, en Angleterre ou en Espagne? Ou en France? Bah, en France. Pour le coup, la retraite en France. Et avoir un petit manoir en Écosse aussi, c'est pas mal. C'est pas le même climat. Non, c'est pas le même climat. Ma quarantaine et ma cinquantaine, je la vois bien. Je la vois bien en fait au bord de la mer. Pour le coup, ouais. Vraiment. T'as jamais essayé la Grèce? C'est marrant que tu me dises ça, parce qu'en ce moment, j'ai eu un délire avec Mamma Mia. Et c'est ce que je disais, en fait j'aimerais vraiment, tu vois, une vie à la Donna. Bon maintenant c'est un peu mort, parce que bon je me suis engagée sur beaucoup trop de choses, donc maintenant il faut que je finisse ce que j'ai commencé. Mais ouais, dans l'idée, vivre sur une île, ouvrir un hôtel ou un bail comme ça, genre un hôtel culturel, pourquoi pas, tu vois, genre rester dans le délire et tout, écrire toute ma vie et vivre ouais, au bord de la mer ou l'océan, tu vois. C'est pour ça que l'île de Ré aussi, ça me va bien. L'île de Ré, j'ai l'habitude d'y aller, j'adore l'île de Ré. Je crois que je peux pas passer un an de ma vie sans aller à l'île de Ré. Ah oui. Bah on se prend une coloc là-bas. Allez. Claude, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ah, bonne question. Alors, bientôt, très 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 bientôt, va sortir mon site qui s'appelle Lily Catalpa, photosignature. Donc, vous pourrez me retrouver là. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, toujours Lily Catalpa. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, toujours Lily Catalpa. Et c'est Lily Catalpa. C'est Lily Catalpa. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt sur Galaded. Au revoir.